tout à fait. On apprend des crises les unes après les autres. On va dire que sur le financement des utilisateurs, rien ne change. Donc ça, effectivement, ça ne bouge pas. Mais le financement des investisseurs, on va être plus regardant sur les structurations des financements en mettant des ratios financiers plus serrés. Des ratios financiers qui permettent de capter un peu plus et plus rapidement le cash flow généré par l'actif quand il y en a, pour assurer un remboursement de la dette au fil de l'eau et non plus seulement attendre l'échéance ou le bris de covenant financier pour se réveiller. Ce qu'on va faire aussi avec cette crise, on peut être amené à modifier également les structurations juridiques des garanties que l'on prend. Et au-delà de l'habitude, on prend toujours une hypothèque, un nantissement des titres de la société qui porte l'actif, on va aller de plus en plus vers des fiducies sûreté qui permettent un exercice finalement de la sûreté beaucoup plus simple. Et au-delà, on ne cherche pas à récupérer les actifs. À aucun moment, c'est pas le rôle d'un prêteur. On va chercher plutôt à avoir un rôle dans ce qu'on va en faire, ce que l'investisseur va en faire, et à intervenir un peu plus en amont pour essayer de faire en sorte et d'influer sur les décisions d'investissement ou de vente peut-être plus rapide que ce qui pourrait être mis en place autrement par l'investisseur qui attendra peut-être trop longtemps, donc avec une dégradation encore plus forte de la valeur. Et dans cette crise, donc là c'est pas vraiment lié à la crise, c'est plutôt l'environnement aujourd'hui, mais on va parler certainement plus tard, c'est que on est pour le nouveau cycle immobilier, on est extrêmement attentif, non seulement aux critères financiers, de l'opération immobilière, mais également aux critères extra-financiers. Donc ça, c'était pour les investisseurs. Et maintenant, la dernière catégorie, ce sont les promoteurs. Donc là, outre le fait qu'il y a beaucoup moins de volume sur les promoteurs, on est aussi beaucoup plus regardant sur les fonds propres à apporter. Donc, ils vont pas nécessairement être beaucoup plus élevés, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'ils soient là. Ils vont pas remonter très vite, ça c'est certain. On avait un peu l'habitude de laisser remonter une partie des fonds propres à certains stades de commercialisation ou de construction. Là, on va dire que on va être un peu plus regardant et on va attendre un petit peu plus longtemps avant de laisser remonter les fonds propres. Et ne serait-ce que pour émettre les crédits promoteurs ou les fameuses garanties financières d'achèvement, on va surtout être très regardant sur les deux autres choses qui vont être la pré-commercialisation, où on était en général à 30% avant, on va être plutôt aujourd'hui à 50%. Et on va aussi beaucoup surveiller que c'est une vraie pré-commercialisation, parce qu'on a tous bien vu qu'il y avait énormément de désistements, et on va aller s'assurer que c'est la pré-commercialisation qui est valable, donc avec, la plupart du temps, on parle bien sûr du logement, des accords de crédit obtenus, pour qu'il y ait le moins de désistements possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les travaux. On a vu à quel point les promoteurs qui ont eu beaucoup de problèmes, ça a été ou bien parce qu'ils se sont pris l'inflation et l'augmentation des coûts, etc., avec des budgets de travaux qui avaient été mal dimensionnés, ou pas suffisamment, ou des marchés de travaux qui n'étaient pas sécurisés au moment où nous, on s'est mis à financer. Donc là, on va être plus regardant également sur les marchés de travaux, sont-ils passés ou pas à prix fixe et définitif ou pas. On va chercher vraiment à sécuriser ça. Donc ça, c'est vraiment les deux gros points sur lesquels on regarde aussi. Et quand ils ont les macro-lots, etc., on va aussi regarder la qualité des sous-traitants, en fait, finalement, de nos promoteurs, chose qu'objectivement, on ne regardait pas trop avant. Alors, on va avoir plusieurs diversifications. Mais ça, c'est le propre d'une bonne gestion, en fait, d'un portefeuille de prêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entamé avant la crise, en fait. Nous, on est des prêteurs. Donc, en fait, on suit le marché, ni plus ni moins. Donc, quand le marché, il fait 60-70% de volume de bureaux, eh bien, dans notre portefeuille, on a 60-70% de bureaux. Donc moi, quand j'ai démarré cette activité à la Banque Postale en 2016, je trouvais qu'on avait, c'était effectivement beaucoup de bureaux. Et j'avais déjà essayé
de se dire, faut pas qu'on fasse que du bureau, faut qu'on fasse aussi un peu autre chose. Et donc, on regardait vraiment bien d'autres classes d'actifs. In fine, aujourd'hui, j'ai quand même 50% de bureau, hein, d'accord, donc dans mon portefeuille. Mais il y a 3-4 ans, je me suis dit, bon, la logistique, c'est avant le Covid, hein, la logistique, c'est une tendance de fond. C'est un immobilier, voilà, qu'il faut considérer que c'est une classe d'actifs à part entière. J'étais pas ultra fan avant, et je me suis dit bon voilà, il faut y aller. Et donc j'ai pris beaucoup de renseignements sur la logistique pour me former parce que en fait c'était pas une classe d'actifs sur laquelle on était habitué. Et donc avec des investisseurs, avec des opérateurs, avec des promoteurs, pour qu'on m'explique un petit peu, puis des utilisateurs, pour qu'on m'explique bien comment ça fonctionnait ce marché. Et là j'ai commencé à faire la logistique. Aujourd'hui j'ai à peu près 15% de mon portefeuille en logistique. Ce vers quoi on va beaucoup. Alors, on a eu chez nous quelques difficultés sur certains dossiers d'hôtellerie et de commerce. Et donc, on a été très en retrait sur ces deux classes d'actifs pendant 4 ans. Depuis 2 ans, on revient tout doucement. Alors, on revient tout doucement sur l'hôtellerie depuis 2 ans. Et puis, on revient plus particulièrement cette année sur le commerce. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, on fait très attention, les localisations, les opérations, les opérateurs, voilà. Et puis ce qu'on voit énormément aujourd'hui, donc on a cherché aussi à diversifier les classes d'actifs. On est allé sur du résidentiel qu'on ne faisait pas beaucoup avant, résidentiel libre avec des gros portefeuilles qui ont circulé, mais également du résidentiel géré. Donc, on a eu toute la vague des résidences seniors. Donc, on en a un certain nombre chez nous qu'on avait accompagné, un certain nombre d'investisseurs dédiés à ces opérations. Aujourd'hui, c'est plutôt les résidences de co-living / résidences étudiantes. Donc, on en finance plusieurs, avec des nouveaux opérateurs plutôt internationaux qui arrivent en France sur ces sujets et qui ont une expérience d'opérating, en fait. Et ça, pour moi, c'est très important d'avoir des gens qui connaissent l'opération parce que c'est de l'hospitality. Donc voilà. Ce qu'on a fait aussi en diversification au niveau des bureaux, c'est qu'on a fait le financement du premier investissement de Cadence en France, donc par exemple sur la life science. Donc, pour nous, ça fait partie des petites niches, par-ci, par-là, qu'on va aller regarder sur ce type d'opération. On s'est dit que jamais j'aurais financé un actif de bureau à Villejuif, mais du life science. J'ai trouvé que ça avait du sens d'aller faire ce type de financement. Donc, on va regarder, c'est très ponctuel. Donc, on a une diversification sur les classes d'actifs. Sur les géographies, nous, on reste en France, mais on est Paris, Île-de-France, mais on est aussi en région. Et puis après aussi sur les types d'opérations, de transactions, vous savez, on les classe généralement en core plus value add. Là aussi, on accompagne le marché, mais là aussi, on essaie d'être assez diversifié. Moi, je suis très partisane de faire beaucoup d'opérations value add ou core plus qui vont créer de la valeur et accompagner la transformation du tissu en fait urbain qu'on a aujourd'hui. Je fais extrêmement attention à faire plutôt de la transformation d'actifs sans création de mètres carrés au minimum, sans urbanisation complémentaire. Ça fait partie de mes critères, objectivement. Donc, notamment sur tout ce qui est logistique. Je ne finance pas une nouvelle plateforme où on détruit la terre arable. Ça, j'avoue que je ne fais pas. Donc, j'ai refusé beaucoup de dossiers sur ce genre de sujet par conviction, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en a probablement peut-être assez. Il faut juste réorganiser les flux. Je préfère qu'on détruise à un endroit, parce que ça coûte pas très cher de détruire, et puis en carbone, c'est pas dramatique sur la logistique, et recréer quelque chose, quitte à faire la logistique à étage quand ça a du sens, plutôt que continuer à s'étaler. Voilà. Une question. Ça concerne l'impact de l'ESG. Comment est-ce que vous observez cet impact aujourd'hui? Alors, pour moi, l'ESG, c'est absolument indispensable aujourd'hui. Je regarde autant les critères financiers qu'extra-financiers quand j'étudie un actif. D'ailleurs, je ne fais pas une seule offre indicative si je n'ai pas la grille ESG IFPIM remplie par le client. Parce que cette grille me permet de collecter un certain nombre d'informations qui vont me permettre à moi d'identifier très vite si cette opération pourra rentrer dans mes desiderata, en fait. Et dans mes desiderata, ce que je veux, c'est ou bien que l'actif, on puisse considérer qu'il est aligné avec la taxonomie, ou bien qu'il ait une marge de progression sur un certain nombre de critères à définir en fonction de l'actif. Il y en a quand même 2 qui sont quasiment toujours les mêmes, qui sont la réduction de la consommation d'énergie
et la décarbonation. Ce sont les deux principaux. Généralement, on en met un troisième qu'on aime bien aller chercher autour du social. Et là, c'est ce qu'on appelle les crédits impact. Et la troisième possibilité autrement, si aucun des deux ne fonctionne, mais que l'actif lui-même, parce qu'on a beaucoup d'actifs comme ça qui ont été livrés dans les 6, 12, 18 derniers mois, ils ne vont pas être alignés avec la taxo. On ne peut pas faire vraiment plus en termes d'impact, puisque de toute façon, ils sont déjà bien. Mais il n'empêche qu'ils ne respectent ni l'un ni l'autre. Et pour autant, ils ont une consommation carbone qui est extrêmement faible, qui vont être à 2, 3, 4 kilos par kilo de CO2 équivalent par mètre carré. Et moi, ça rentre dans mes propres objectifs de décarbonation de mon portefeuille. On suit une trajectoire SBTI, on a des comptes à rendre. Et moi, à partir du moment où l'actif lui-même, il rentre dans ma trajectoire à moi de décarbonation SBTI, je vais le financer. Et pour moi, c'est une lame de fond aujourd'hui, c'est indispensable. C'est indispensable pour la liquidité de l'actif à la location et la liquidité de l'actif à la revente demain. On ne fait quasiment que des financements in fine. Donc je prends un risque immobilier à 5-7 ans en moyenne. Dans 5-7 ans, ce sera encore plus développé qu'aujourd'hui de mon point de vue. Il faudra vraiment qu'il y ait eu suffisamment de capex qui aient été mis en place pour respecter ne serait-ce que toutes les règles, tout simplement, environnementales, décrets tertiaires, décrets BACS, etc. Et puis, pour toujours aller plus loin, les investisseurs eux-mêmes ont leurs propres obligations. Et puis, nous, en tant que financiers, on a aussi nos propres obligations. Comme je l'expliquais tout à l'heure à la conférence, notre régulateur a absolument besoin à identifier que le risque climatique était un risque majeur pour l'économie en général, le secteur financier en particulier, et veut impérativement que nous dirigions nos nouveaux flux vers la finance dite durable et nous oblige maintenant à reporter cette information sous la forme du Green Asset Ratio. Ce Green Asset Ratio va devoir s'améliorer dans le temps. S'il ne s'améliore pas dans le temps pour montrer que le système financier en général fait l'effort de pousser aussi l'économie à aller vers de la transformation, de l'amélioration, donc c'est bon pour le risque de transition, eh bien, si on n'y arrive pas, eh bien, on aura probablement des difficultés, on devra mettre plus de fonds propres en face d'un financement d'un actif qui n'est pas ESG compliant, et ce sera peut-être la fin tout simplement du financement immobilier des actifs qui ne sont pas bons, tout simplement parce qu'on ne pourra pas se le permettre, tout ça. Voilà.